Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du Maybe Planet. Alors le rôle de notre média, vous le savez, c'est de s'interroger, d'étudier, d'informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. Alors bien sûr, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube et de visiter notre page Tipeee. Alors ce soir, je suis accompagné de Marie-France et de Seb the Sniper. Bonjour à tous les deux, enfin bonsoir plutôt. Salut Pascal, ça faisait longtemps Seb the Sniper. Vous allez bien? Ça va très bien, très bien. Merci. Très honoré. Je vous admets que ce soir, on est vraiment super content de vous offrir cette émission. Et on reçoit Clémence et Martin, les auteurs de la série OVNI. Et c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est un beau cadeau que vous nous faites et c'est un beau cadeau que vous faites aux spectateurs du Maybe. Merci beaucoup d'être là. Comment allez-vous? Super, on est très contents, nous aussi, d'être invités par le Maybe Planet. C'est vraiment un honneur. Ça va peut-être un petit peu mieux que dimanche, maintenant que les premiers épisodes sont passés. La semaine de la sortie, c'était un peu intense. Mais non, je crois que la série a été quand même plutôt bien reçue. Je vous confirme. Hein. Oui. Voilà. Alors, est-ce que Clémence et Martin, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos spectateurs, votre parcours, les projets sur lesquels vous avez travaillé ou sur lesquels vous travaillez actuellement? J'ai rencontré une école de scénario qui s'appelle la FEMIS, il y a 5 ans. Avant ça, Clémence avait fait des études de cinéma. Moi, j'avais fait du théâtre, j'avais fait des études de droit aussi. Mais bref, on s'est tous les deux retrouvés là-dedans parce que on avait envie d'apprendre à écrire des séries télé, on avait envie d'apprendre l'écriture collective à plusieurs, comme ça se pratique le plus souvent en room d'écriture pour la télévision. Et voilà, donc notre carrière a vraiment commencé là-bas, à tous les deux, et OVNI, c'était notre projet de fin d'études. Et après ça, on a travaillé un peu ensemble sur des séries comme Fais pas ci, fais pas ça, sur Kaboul Kitchen. Parallèlement, moi, j'ai travaillé sur une autre série de France 2 qui s'appelle Nina. J'ai écrit un long métrage qui va sortir cette année si les salles donnent. Oui, quand elles rouvriront. De la famille que j'ai coécrit avec Alan Mauduit, Jean-Patrick Bénès et Thibaut Valtou. Et Clémence aussi a fait pas mal de choses de son côté. Oui, moi j'ai écrit j'ai co-créé une série qui s'appelle Tétard, qui est une série sur la grossesse, qui a un peu des accents de science-fiction aussi parfois, parce qu'on mélange. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Plein d'autres choses. Oui, j'ai aussi des longs métrages en développement à côté. En tout cas, si vous avez fait cette école pour apprendre à écrire des scénarios en coécriture, là, je crois que vos professeurs peuvent se dire qu'ils ont fait du bon boulot quand même. C'est vrai que c'est assez rare. Enfin, il y a quand même 2 autres projets pour l'instant qui sont sortis de la FEMIS et qui ont été produits et qui sont trouvés sur les écrans de télévision. C'est Irresponsable et la série HP. Et oui, c'est vrai que c'est quand même une bonne formation dans le sens où il y a des projets qui sont quand même assez... Pour présenter la série, on va passer la bande-annonce pour que les spectateurs puissent comprendre un petit peu le ton de la série. Et on se retrouve dès que la bande-annonce... Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Enfin, les ovnis, quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y connais rien en ovnis. Mais il existe vraiment ce bureau? Moi je croyais que c'était une blague. Donc il était comment ce vaisseau? L'invasion a déjà commencé? Commandant Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis toi, non? Le travail c'est plus important que moi. Eh ben disons que... J'ai pas bonjour. Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. Donc voilà, vous avez vu la bande-annonce, elle est quand même punchy, elle est colorée, hein, elle est très 17. Alors ce que je vous propose, on va parler un petit peu du pitch de la série. Alors j'ai récupéré un pitch, vous allez me dire si il vous semble correspondre ou pas. En fait, le pitch, nous sommes en 1978. Didier Mathur, qui est un brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque la fusée Crystal, explose au décollage. Alors, il est immédiatement muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé sur les ovnis qui s'appelle le GEPAN. Et sa mission, c'est de trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique.
Une punition pour cet ultra-cartésien qui n'a qu'une envie en tête, se tirer de là au plus vite. Mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes et lui ouvrir les portes d'un monde où plus rien n'est impossible. Est-ce qu'on peut dire que ce pitch décrit bien la série? Absolument. Oui, c'est tout à fait exact. Ouais, on n'aurait pas pu parler aussi. La première question, parce que quand même, j'ai cherché, on a un petit peu travaillé pour préparer cette émission, et les séries françaises qui parlent de vie extraterrestre ou d'extraterrestres, elles sont plus qu'extrêmement rares. Je vous admets que j'en ai trouvé qu'une. Elle est un peu particulière d'ailleurs, elle s'appelle Les Visiteurs, et elle a été diffusée au début des années 80. C'était quelque chose de vraiment très très particulier. Il y en a peut-être d'autres, mais encore une fois, on a cherché, j'ai pas souvenir d'autres séries qui sont basées autour de ça. Alors la question, c'est comment vous est venue cette idée de scénario, et puis surtout, une fois que l'idée est là, est-ce qu'il a été difficile de porter ce projet pour le faire aboutir? L'idée, elle nous est un peu venue du même constat que celui que vous avez fait, c'est-à-dire que nous, je pense que assez naturellement, on aime le fantastique, on aime la science-fiction, c'est un genre cinématographique majeur qui nous paraissait avoir assez peu, effectivement, d'exemples français, un peu pour une raison qu'on ignore, enfin qu'on avait du mal à comprendre, mais qui donnait l'impression que dans notre culture, je sais pas, cartésienne, pays des Lumières, en fait, l'irrationnel, le fantastique, la science-fiction, c'était pas quelque chose qu'on produisait naturellement, et c'est là que quand on a découvert un peu fortuitement l'existence du bureau du GEPAN, tout à fait avéré, l'idée que voilà, il y avait eu un bureau, que c'était même assez exceptionnel. Enfin, vous savez sans doute ça mieux que nous, et peut-être que d'ailleurs on se trompe en disant ça, mais dans l'histoire et qu'il y a eu un bureau aussitôt qui, de manière officielle et publique, et en tout cas un bureau d'enquête civile qui soit penché sur la question et qui opérait avec une certaine transparence quant à ses résultats d'enquête, à ses recherches, et qui était ouvert au public. C'était quelque chose d'unique qui avait existé que en France, en tout cas à ce moment-là, et on se disait, mais tiens, c'est marrant quand même que, en fait, dans notre ADN culturel, on ait eu ça, quoi, ici, et est-ce que ça serait pas justement une porte d'entrée pour faire aussi exister cinématographiquement le genre fantastique en France? Est-ce qu'il n'y a pas une question de budget aussi, de moyens, parce que quand on dit tout de suite extraterrestre, on pense effets spéciaux, gros moyens. Est-ce que ça peut pas aussi un petit peu expliquer parfois que les séries françaises ont peut-être un peu de mal de porter ce sujet-là? Pas nécessairement, je pense, parce que par exemple, l'époque, c'est finalement quelque chose qui coûte plutôt plus cher que les effets spéciaux. Et en France, on a une série qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la Renaissance. Il y a des tas de choses qu'on a l'habitude de voir traitées dans le cinéma français qui sont pas forcément qu'une question de manque. Donc, je pense pas que ce soit forcément qu'une question de manque de moyens. C'est, je sais pas, un manque d'atomes crochus, je crois, avec on a une tradition très réaliste en fait en France, même en littérature. On n'a pas ce réflexe en fait d'aller vers la science-fiction, vers le genre en général. Il y a plein d'explications possibles, mais c'est vrai qu'on est cartésien. On est vraiment un pays cartésien. C'est le mot, ouais. Du GEPAN, elle est marrante. C'est un bureau officiel qui donne des réponses officielles de l'État français à des gens. Enfin, ne serait-ce que l'existence du GEPAN, ça montre aussi qu'en France, on a du mal à. Enfin, on a besoin quand même d'avoir une réponse rationnelle officielle. C'est quand même très français, ce besoin, en fait. Et justement, est-ce que ça a été difficile d'aller voir les studios avec cette idée qui, effectivement, est assez atypique dans la production française? Est-ce que vous avez eu des barrages, des murs, des gens qui disaient « Oups là, non, ça c'est casse-gueule, on n'y va pas » ou est-ce que ça a été plutôt facile? En fait, c'était plus en amont, quand on travaillait sur le sujet, ou quand on commençait à dire qu'on bossait là-dessus, qu'on nous disait un peu genre « Ouais, bon, bah ça va être sympa, mais... » Voilà, vous imaginez pas que votre série va être produite, parce que vraiment en France quand même, la plupart des séries, des flics, des médecins, des avocats ou des familles, c'est très rare. Il y a des séries comme 10%, il y a comme ça quelques séries qui ont innové en mettant en avant des professions qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir à la télévision, mais sur
l'expression de ce qu'on peut faire comme métier quand on est un personnage de série télé française, en fait, c'est un champ assez restreint. Donc, arriver avec un univers, les ovnis, qui est un peu soit poussiéreux, soit repoussoir pour certains, c'était pas forcément une évidence quand on était en train de l'écrire. En tout cas, dans les retours de ce qu'on avait, tout le monde nous disait c'est vraiment un sujet génial, mais ça va quand même être difficile à faire exister. Mais à notre grande surprise, et c'est sûrement quand même une des forces de Canal+, notamment dans leur capacité quand même à anticiper aussi des sujets, à anticiper des tendances, à anticiper tout ça, parce que c'était il y a 5 ans, à un moment où en plus j'ai l'impression que l'actualité OVNI était quand même un peu moins électrique que celle d'aujourd'hui. Eux, ils étaient absolument sûrs qu'ils tenaient une espèce de tendance, quoi. Je me rappelle de quelqu'un chez Canal+ qui nous avait dit, en tout cas, vraiment, votre truc, vous ne pouvez pas imaginer comme pour nous, c'est un boulevard marketing, des trucs comme ça. Enfin, il voyait déjà les euros, lui. On entendait un son de cloche très différent de la part des gens qui ont la perception de ce qu'est l'industrie et des gens qui sont en fait dans l'industrie et dont le métier c'est aussi d'anticiper les tendances à venir, pas simplement de les identifier au moment où on parle, quoi. Et ils ont pas été mauvais. Parce que je crois que c'est un peu un sujet qui vient vraiment sur le devant de la scène en ce moment. On en parlera tout à l'heure, effectivement, de l'actu, parce que l'actu 2020 a été très, très riche dans ce domaine et on vous posera une question là-dessus. Mais alors, moi j'ai suivi quand même les interviews que vous avez données et puis les interviews aussi que les acteurs ont données, Melville Poupeau, Michel Villermoz. Souvent, dans ces interviews, j'entendais parler de comédie. Mais est-ce que vous diriez que vous avez écrit une comédie fantastique ou plutôt une série fantastique teintée de comédie, parce qu'au final, c'est pas qu'une comédie, il y a une vraie intrigue, il y a des vraies questions philosophiques, parfois métaphysiques, et puis il y a des vrais moments de poésie aussi qui sont magiques, je trouve, qui sont là, qui arrivent et qui enchantent la série. Alors pour vous, c'est une comédie ou c'est une série fantastique avec de la comédie dedans? Alors, on a essayé de faire un mélange des genres. Ça faisait quand même partie de nos envies de départ, effectivement, sur le traitement des ovnis. Avec Martin, en plus, on écrit assez naturellement de la comédie, donc on savait que de toute façon, il y aurait un côté un peu décalé, et un peu, on pensait à Twin Peaks. Même, on avait conscience que même si on voulait faire du fantastique, possiblement, il y avait quand même ce décalage. Enfin, il y a quand même un ton, je pense qu'on aurait de toute façon pas évité. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup cherché le ton en fait de la série. Pour tout vous dire, au début, quand on est sorti de l'école avec Martin, la série ressemblait beaucoup plus à une sitcom. Pour le coup, on était vraiment parti dans la comédie. Il n'y avait même pas vraiment... Enfin, le fantastique était presque inexistant en fait. On a fini par se dire à un moment donné que ce qui nous intéressait, c'était vraiment la confrontation de cet esprit ultra-cartésien de Didier Mature face à des gens qui voient des ovnis. Et il y avait même une espèce de truc un peu récurrent où à chaque épisode, en fait, il trouvait une manière de résoudre un cas d'ovni. Et voilà, on s'était dit que c'était un peu ça, le procédé un peu, le truc procédural de la série. Et voilà, c'était vraiment une comédie humaine, quoi, vraiment sur nos rencontres avec des ovnis qui n'étaient pas forcément là où on pensait, parce que c'était aussi des gens et qu'on parlait d'un mec très inadapté, un peu autiste, face à des gens qui avaient vu des ovnis. Et en fait, ça nous a permis de créer les personnages, l'univers et tout ça, mais c'est assez drôle parce que justement, c'est Canal+ qui nous a dit très vite que l'univers leur plaisait, les personnages aussi, mais qu'en fait, il fallait aussi que nous-mêmes, on croit à nos ovnis et que c'était une série de prime time et que c'était hyper intéressant en fait à creuser et qu'il fallait pas qu'on s'empêche nous-mêmes d'aller vers le fantastique et de quand même sous-tendre cette intrigue qui laisse penser que peut-être d'autres choses possibles. Ça a évolué aussi. Donc c'est Canal qui vous a poussé un petit peu à mettre plus de fantastique que vous ne l'aviez prévu au début. Création originale, OVNI, seulement sur Canal+. En fait, si tu te souviens bien, Clémence, dans un premier temps, en fait, quand on cherchait un peu la nature hybride du projet, dans une toute première mouture, on avait une composante fantastique de notre projet de série. Mais c'est justement, en fait, ça s'est
partie des grands apprentissages qu'on a eu sur l'écriture de cette série, et notamment à l'école, c'est que en fait, la comédie, c'est pas parce qu'on fait de la comédie qu'on peut pas traiter un sujet sérieusement. C'est vrai. Mais au moment en fait où on était en train de chercher le ton, on s'était dit, ok, si on fait vraiment une comédie, en fait, on va pas pouvoir faire du fantastique. Du coup, parce que la comédie, c'est humain. Et en avançant suite à cette première impulsion qui était quand même de se dire, on fait un truc sur les ovnis, il faut que ça soit fantastique, dans une forme assez drama, assez enquête, assez thrill, pour finalement faire un changement radical de cap en se disant on va virer tout le fantastique pour privilégier l'humain. Quand Canal nous a récupérés, ils nous ont dit mais en fait, est-ce que c'est si incompatible que ça? Et effectivement, on s'est rendu compte que nous-mêmes, on avait eu ce réflexe d'auteur de se dire oui, pour faire de la comédie, il faut chasser le fantastique. Et à ce moment-là, on s'est vraiment mis à travailler, je crois, parce qu'on s'est dit mais en fait, on peut la comédie, c'est comment dire, c'est un mode, c'est une tonalité en fait, mais ça n'empêche pas de se baser, d'être extrêmement sincère, de poser des questions extrêmement concrètes, parfois même sérieuses, de parler de drame personnel, de faire des choses comme ça. C'est simplement là pour le coup, c'est effectivement la composante de notre sensibilité à nous, à Clémence et moi. Notre manière de nous exprimer, elle passe par trouver l'humour d'une situation, trouver le décalage, trouver pourquoi, parce que c'est ça qui va nous permettre de soutenir notre propos et de mettre en relief ce qu'on a envie de dire. Mais en fait, c'est là où on s'est rendu compte que c'est pas forcément parce qu'on fait de la comédie que on se moque du fantastique, qu'on se moque d'un sujet, et qu'au contraire, je pense que la série, dans les moments où elle est très réussie, c'est justement quand on arrive à être vraiment captivant, à vraiment essayer d'ouvrir les yeux des gens ou l'esprit des gens sur une idée fantastique auquel ils auraient peut-être pas forcément pensé. Tout en maintenant le fait que ce soit des personnages qui nous fassent rire avant tout. Je trouve les cliffhangers de chaque épisode absolument fabuleux. Je me rappelle la fin du premier épisode, j'ai saigné du nez, j'ai dit mais où on va? La fin du deuxième épisode avec l'arrivée du commandant Delbros. À chaque fois, je trouve ce qui est génial, c'est qu'à la fin de l'épisode, vous dites bon bah je vais devoir en regarder un autre, sauf qu'à un moment c'est 1h du matin, donc il va falloir quand même se lever demain. Et on a eu qu'on a envie d'enchaîner. On a eu beaucoup de gens qui en retour nous ont dit mais je me suis fait la série d'une traite, parce que c'est vrai que à la fin de chaque épisode on dit bah allez c'est qu'une demi-heure, bah allez je tente le deuxième, un autre. Mais en plus ce que je trouve génial c'est que on dit que c'est une série fantastique, mais jusqu'à la fin on est sur le fil du rasoir, on sait pas mais c'est quoi, mais c'est qu'est-ce, et ça c'est super bien foutu parce que il y a toujours le doute de dire mais où on va, vers quoi les auteurs vont nous amener, donc ça c'est vraiment super réussi. Alors on va avancer, donc le GEPAN, parce que c'est vrai que la série aurait presque pu s'appeler GEPAN, quoi, presque. Ouais, ça aurait pu s'appeler GEPAN, après ça sonnait quand même vachement moins bien. Ouais, quoi. Je suis d'accord avec vous. Vous avez bien fait. Le mot pan, c'est pas vraiment imposé dans le langage français, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est très fonctionnel, GEPAN comme nom, c'est clair. Hein. Alors, le GEPAN est quand même. Jamais le GEPAN dans la série. Il y a des gens du GEPAN qui nous l'ont reproché, mais parce que très vite, il y avait un moment où on avait essayé de le mettre dans les répliques en se disant bon, ils sont au GEPAN, ils parlent pas d'OVNI, ils parlent de pan. Mais on entendait dire pan, on a un pan là et tout ça. Un pan, on allait faire cette entorse parce que ça marchait un peu moins bien quand même. Puis c'est du grand public quand même, donc il faut que les gens aient envie de regarder, ça, il faut quand même le comprendre. Tu connais le GEPAN? Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Enfin les ovnis quoi. Le GEPAN. Tu verrais la tête des gars en plus. Bonjour les acrobates. Création originale, OVNI, seulement sur Canal+. Tu prends la tête du GEPAN, moi. Mais oui, toi. Alors, je rappelle aussi, ça c'est très intéressant, puisque comme le GEPAN est au cœur du scénario, Dominique Filol, dans le cadre de la série, a tourné, lui, un documentaire sur l'histoire du GEPAN. C'est un documentaire qui va passer dans la foulée de la série sur Canal+. Alors nous, je vous admets qu'on est sur les rangs, hein, on devrait pouvoir vous proposer une interview de Dominique pour ce nouveau documentaire, et
et on est très content d'accueillir Dominique de nouveau. Alors, par contre, la période que vous avez choisie, c'est une période quand même très particulière pour le GEPAN. Je rappelle en quelques mots, en 78, on est à un moment charnière de la vie du GEPAN, puisqu'il vient d'être créé il y a pratiquement une année par l'ingénieur Claude Power, qui est un ingénieur passionné par le sujet, qui a rencontré Allen Hynek à la fin des années 60, qui a fait partie du Collège Invisible avec des gens comme Jacques Vallée. Et pratiquement un an après la création du GEPAN, il prend cette curieuse décision de quitter le GEPAN un petit peu du jour au lendemain, parce qu'il va faire un tour du monde en voilier avec son épouse. Et dans la série, André, il fait un petit peu le même schéma, parce que alors il part pas faire du voilier, lui il part faire un tour du monde en camping-car. Alors, est-ce que vous avez pu rencontrer Claude Power? C'est toute ressemblance avec notre personnage purement fortuit. C'est vrai que cette contradiction, très tôt, quand on l'avait lu, quand on se disait, on s'était dit, c'est incroyable. Enfin, on s'est dit qu'en fiction, en plus, on est vraiment le personnage. Tous les personnages, vraiment, sont des purs produits de notre imagination. Hein. Mais il y a des mouvements, ils cherchent pas à ressembler d'ailleurs à des personnages qui ont vraiment existé. Par contre, effectivement, il y a des mouvements, il y a des anecdotes comme celle-là qui, elles, nous avaient interpellés. Et en fait, on se disait, c'est ce genre de truc qu'on cherche des fois dans le réel, qu'on n'arrive pas spontanément, sur lequel on n'arrive pas spontanément à mettre le doigt en fiction, sur lequel on peut se partir, c'est-à-dire ce bureau totalement incongru qui a dû être, je sais pas, enfin, dans l'idée qu'on s'en faisait, en tout cas, impossible à mettre sur pied, et le type, on peut raisonnablement estimer que c'est un accomplissement de sa vie, etc., qui arrête au bout d'un an. Et ça faisait très tôt partie des choses avec Clémence où on s'était dit, ça c'est marrant, peut-être qu'il y a une histoire à inventer derrière tout ça, donc on cherche pas du tout à écrire ou à inventer ou à déduire quelle était la vraie motivation, la vraie raison de Claude Power, mais on se dit juste, l'histoire de ce type qui a tout plaqué du jour au lendemain pour partir faire un tour du monde en caravane, tiens, ça c'est quand même un espèce de point de départ pour pas que soit juste là comme ça, inerte. Mais on l'a pas rencontré, Claude Power. Vous l'avez pas rencontré, d'accord. Alain Esther, qui donc a pris la suite de Claude Power. Alors oui, on va venir au personnage, mais Marie-France avait quelques questions pour vous par rapport au GEPAN, effectivement. Oui, en effet, du coup, je voulais vous demander si vous aviez rencontré le GEPAN actuel et comment ils avaient réagi en fait face au scénario, et comment ils l'avaient accueilli et par rapport aussi à leur renommée en fait soudaine qu'allait leur apporter la série. Enfin voilà, quelles étaient leurs réactions si vous les avez rencontrés? Oui, on les a rencontrés. Alors, au tout début, on a contacté, à l'époque, c'était Xavier Passot qui était le directeur. Et il avait répondu très vite. Enfin, je me souviens avec Martin, on se disait bon, qu'est-ce qu'on fait? On les appelle, on leur envoie un mail. Bon, on finit par prendre le temps d'envoyer un mail en se disant qu'on est des étudiants, qu'on veut faire un projet d'études, que de toute façon, ça ne verra jamais le jour. Enfin, à l'époque, oui. Et très, très vite, je crois, au bout de 10 minutes, il nous a rappelé en nous disant, mais bien sûr, pas de problème, venez quand vous voulez à Toulouse. Et du coup, ils nous ont vraiment ouvert les portes très, très généreusement. Je me souviens, il y avait même le soir même, on était restés à Toulouse et il y avait contact avec Jodie Foster de Zemeckis. Ah oui. Comme ça. Ah, excellent. Et Xavier Passot était là pour présenter la séance, quoi. C'était assez chouette. Une belle synchronicité. Et il avait effectivement il était très accueillant en fait. Je pense que le fait qu'il y ait des étudiants qui s'intéressent, après c'est pas comme s'il manquait de sollicitations, hein, parce que je crois qu'ils sont souvent des documentaristes, des journalistes, et tout ça, mais en fait ils ont aussi, je pense que ça fait aussi partie de leur mission, hein, c'est ce qu'ils nous disaient. Nous on est un organisme public, du coup on est aussi là quand il y a des questions d'étudiants, quand il y a tout ça, donc voilà, ils avaient vraiment fait les choses très bien. Ils nous avaient mis en contact avec justement, ils nous avaient donné les mails de Alain Esther, ils nous avaient aidé. En fait, on avait rencontré aussi quelqu'un qui nous avait beaucoup aidé, qui était François Louange. Oui, bien sûr. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on apprécie beaucoup. Qui est très, très gentil. Très sympa. Qui est très généreux. Et qui nous avait accueillis en Normandie, chez lui, qui nous avait montré plein de choses. Ouais. Et après, une fois c'est ça, on a... Oui, pardon. Après, vous avez peut-être continué avec Jean-Paul, peut-être avec Jean-Paul Agut aussi ou... c'est ça. Ouais. Dans un deuxième temps de l'écriture, en fait. Jean-Paul Agut, lui, on n'a plus revu Xavier Passot après ça. À part peut-être une conférence ou à une réunion Paris-OVNI qui devait se tenir à la Défense. Qui était justement pour introniser, pour présenter le nouveau directeur du GEPAN, qui était donc à l'époque Jean-Paul Agut.
Jean-Paul Agut. À ce moment-là, quand on était en développement avec Canal+, et on a repris contact avec Jean-Paul Agut quand même au moment où on a su que la série allait voir le jour, elle allait entrer en tournage. On s'est dit, enfin, tout le monde s'est dit, que là, il allait falloir un petit peu officialiser auprès du CNES et du GEPAN que c'était plus juste un projet d'étudiant, qu'il allait avoir un truc quand même sur Canal+. Donc voilà, il y avait quand même une légère appréhension parce que voilà, c'est un sujet très sensible quand même, les ovnis, pour eux en plus, avec toutes les mauvais et les buzz qu'il peut y avoir, qui peuvent voir le jour assez facilement. C'est des matériaux assez inflammables, quoi, tout ça. Et les conspirations, les choses, est-ce qu'ils cachent quelque chose? Ils savent qu'on passe beaucoup de temps à leur reprocher de planquer des machins. Ils doivent un peu gérer ça au quotidien. Et je crois que du coup, ils avaient très peur qu'on se retrouve série qui montrait la face sombre du GEPAN et tout ça. Et oui, qui cache des choses au public. Oui. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on... Ce qui est pas... Enfin, ce qu'on leur a expliqué aussi, c'est que vous verrez à quel point cette série, je pense, est finalement pour votre réputation, enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais assez inoffensive en fait. Parce que je crois que on comprend parfaitement que c'est une fiction, on comprend parfaitement le ton, on comprend parfaitement les hommages qu'il y a en même temps, la bienveillance qu'on a essayé d'y mettre, qu'on n'était pas là pour faire une critique, on n'était pas là non plus pour les caresser dans le sens du poil ou pour inventer une légende autour de ce qu'ils étaient, mais on a essayé de s'inspirer en fait de ce qu'était ce bureau, de ce qu'aurait pu être ce bureau, de ce qu'aurait pu être ces années 70, en reprenant des éléments de réel, des vrais mouvements, parce que ce qui nous intéressait au bout du compte, c'est de faire une histoire de fiction qui soit universelle, quoi, sur des personnages qui auraient pu exister mais qui n'ont pas vraiment existé. Et à partir de là, je crois que ils ont un peu arrêté d'être inquiets. Ils nous avaient demandé de temps en temps, ils nous avaient dit des choses comme oui, n'oubliez pas de dire que le GEPAN est toujours très ouvert à tout ce qu'on lui dit, que quand ils écoutent, qu'ils sont plutôt bienveillants pour la parole des autres, parce qu'il y avait des scènes, peut-être Didier, bon après voilà, ça faisait partie des choses qu'il fallait qu'on leur explique, où Didier était un peu sec avec des témoins, il allait un peu, il disait non, ça. Du coup on leur a expliqué que oui, mais c'est un personnage qui n'aime pas les travaux du GEPAN, du coup il y a des personnages comme Vera qui eux font ça beaucoup mieux que lui et tout ça, donc voilà, on a eu ce genre un peu de conversation, si vous voulez. Mais ils ont lu les scénarios. Et d'ailleurs, ils ont plutôt apprécié. Enfin, moi, je me souviens, on avait fait une réunion et ça les faisait plutôt marrer quand même. Après, voilà, il y avait des petits points sur lesquels, voilà, ils avaient des choses à dire, mais. Et ils vous ont apporté des anecdotes ou des anecdotes ou des situations réellement vécues? Ouais, alors moi je me rappelle très bien de Xavier Passot, c'est pour ça qu'on avait fait un truc avec son obsession son obsession. On était reparti du GEPAN, on s'était dit d'accord, en fait le truc le plus terrible pour le GEPAN, c'est les lanternes thaïlandaises, quoi. On vraiment que lui, genre les lanternes asiatiques, les lanternes asiatiques à leur mariage, vraiment, et tous les dossiers qu'on a là-dessus, le lundi matin, quand c'est le samedi, on se disait vraiment, c'est drôle, parce que ça a l'air de prendre effectivement une telle place. Les mecs se retrouvent à détester. Donc c'était un peu des choses comme ça, et on s'est dit bon on va faire un truc on va faire un cas sur des lanternes asiatiques, il y a eu voilà, c'était des choses comme ça. Après leur dossier, vous le savez mieux que nous, hein, mais ils sont de toute façon publics, hein, on les trouve sur internet, on trouve ça comme ça. Donc non, nous on avait beaucoup posé des questions sur le fonctionnement, mais en fait au fond ce qu'on cherchait le plus, je crois, quand on leur parlait, c'était l'état d'esprit. C'était l'état d'esprit, en fait, leur attitude face aux témoins, face à eux-mêmes, le regard de leur entourage sur leur profession, sur tout ça. C'était plus qu'à la recherche d'anecdotes, parce qu'au fin de compte, il y a une littérature, il y a tellement de choses qui sont écrites sur les ovnis, on ne sait même plus où donner de la tête si vraiment on se plonge. C'est pour ça que voilà, vous les avez sûrement repérés dans la série, mais c'est des morceaux, des mécanismes, des choses qu'on a reprises un peu comme ça, mais sans se dire on va vraiment être exhaustif sur une enquête précise et essayer de la monter en fiction. Mais donc voilà, on a cherché plutôt du matériau humain, quoi. Mais
je pense que quelque part, vous allez rendre un peu plus connu, en tout cas, un organisme qui aujourd'hui est en déficit d'image, hein, soyons clairs. Oui, parce qu'on se rend compte quand on fait des interviews avec des médias, disons, traditionnels, souvent, le premier truc qu'ils nous disent, c'est « Mais alors, moi, j'ai ahuré, ça existe vraiment ». J'adore ce gimmick. C'est un petit peu la phrase. Il existe, non ? Je croyais que c'était une blague. Ça revient beaucoup, en fait, et effectivement... beaucoup de gens ont l'humour, quoi. Et ça faisait partie d'ailleurs des incongruités qui nous ont donné envie d'écrire la série, c'est que ce truc-là qui a existé et personne ne le sait, quoi. Et qui existe toujours, encore une fois. Hein. Ouais, il existe. Je voulais savoir aussi, au niveau du GEPAN, est-ce qu'ils ont eu un avis ou est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont dites, qui vous ont fait modifier certaines parties du scénario ou pas du tout? En gros, est-ce qu'ils ont eu leur avis à donner, même si c'était de manière implicite? Oui, quand même. On avait échangé avec eux et ils avaient lu donc effectivement les épisodes, mais c'était quand même finalement assez léger. Moi, je me souviens d'un truc, c'était beaucoup sur les témoins en fait. Il fallait pas donner l'impression que les gens qui appelaient le GEPAN étaient forcément, enfin comment dire, illuminés. Ou que par exemple la réplique de Vera, est-ce que vous avez vu Jésus en forme de soucoupe volante? Oui. Par exemple, c'était. Enfin, à la fois, ça les faisait rire, honnêtement, en parlant avec eux, ça se voyait. Et ils disaient bien, mais il ne faut pas qu'on ait l'impression que tous les gens qui appellent le GEPAN font des choses complètement barrées, parce qu'il y a vraiment beaucoup, enfin, la majorité des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils ont vu. Et, souvent, c'est les gens qui se formulent eux-mêmes une autocritique aussi, qui disent pas sûr de ce que j'ai vu, ou ça vous allait me sembler bizarre que c'était, et que il fallait pas qu'on soit trop monochrome sur le côté c'est juste des zinzins qui ont vu un martien. Et, justement, on va parler effectivement, parce que je trouve que vous avez justement très bien réussi ça avec le premier couple de la dame et du monsieur qui voient la boule blanche et à qui on dit c'est la lune. Mais ce que je vous propose peut-être avant d'attaquer ça, justement, c'est qu'on parle rapidement des personnages que vous avez créés dans cette série. Alors, on a Melville Poupeau qui incarne donc Didier Mature. Donc Didier Mature, c'est un ingénieur très cartésien qui se retrouve au GEPAN, bon, pas parce qu'il a un peu merdé son décollage de fusée, mais c'est quelqu'un de très honnête, voilà, très cartésien, mais qui en même temps arrive à se dire, mais là, il y a quand même quelque chose que je comprends pas, donc ça va pas. Il est très curieux, en fait. On se disait, le moteur de Didier, c'est deux choses, c'est la passion pour la science et la découverte, et la curiosité. Teinté, parce que c'est un type de son époque, parce que c'est un type, tout ça, d'une certaine suffisance, d'une certaine fermeture d'esprit. En fait, c'est un peu ça, c'est là-dessus, en fait, quand on prend Didier au début de la saison, c'est un peu comme si c'était un type qui avait un peu perdu son âme de scientifique, en fait. Et il a toutes les qualités, au fond de lui, pour être un scientifique absolument génial, mais voilà, il a un peu fini par faire trop de réductions. C'est de partir des faits pour arriver à des hypothèses, pas l'inverse. T'as un mois pour me pondre un rapport qui démontrera que le GEPAN n'a aucune raison d'exister. Avant que j'arrive, vous aviez accumulé autant de retard qu'une compagnie de chemin de fer, vous étiez même pas foutu de classer des dossiers correctement. La vie, c'est pas un épisode de Skippy le kangourou. Parfois, il y a des choses plus importantes que toi. Comme quoi? La théorie de la relativité restreinte, ça vous parle? On est au XXe siècle, on peut pas laisser les gens dire n'importe quoi. On n'accuse pas les extraterrestres à chaque fois qu'on n'est pas fichu de comprendre. On devrait arriver à résoudre l'ensemble des dossiers en 99 jours. Et tout ça, grâce à la science. Ce que vont lui permettre les ovnis, c'est de se réenchanter, c'est de retrouver en fait peut-être cette âme, cette fibre de scientifique qui vient peut-être de l'enfance, d'être au fond curieux, d'avoir besoin de savoir, d'avoir ce moteur d'émerveillement et qui pousse à faire des découvertes qu'il avait perdu en fait à force de pratiquer le savoir, à force d'avoir des certitudes, à force de maîtriser sa discipline. Et donc là, il se retrouve en déséquilibre dans la série, et c'est ce déséquilibre qui lui permet finalement de retrouver son âme. C'est un peu ça la trajectoire du personnage. Melville Poupeau, parfait. Hein. Enfin, ils sont tous parfaits. Ils sont tous top. on a Michel en comédie en plus. Non, c'est fabuleux, fabuleux. Hein. Ce sens du burlesque, il est vraiment super. On a Michel Villermoz aussi, qui est exceptionnel. Lui, c'est un ancien des renseignements généraux. Bon, il a été viré. Il expliquera un moment dans la série pourquoi il s'est fait virer. Alors lui, c'est
bon, méfiant, paranoïaque, bon, c'est un enquêteur hors pair, et puis il va toujours au bout de ses missions. Et puis il faut admettre qu'il y a des scènes absolument hilarantes avec lui. Alors on va pas les raconter, mais je dois admettre que c'est un personnage qui m'a souvent fait mourir de rire. C'est comme mes fesses sur la lunette des chiottes, c'est moi qui les pose. Les ovnis, les extraterrestres, tout ça, c'est du flan. C'est pour nous dindonner. On parle d'hallucination, de désorientation et d'amnésie. Le complexe militaro-industriel. Comme les Américains avec la zone 51. Comme le pastis. Bizarre. Ah, c'est la tarte à la crème des canulars ovnis. Pourquoi tu veux pas qu'on regarde dans ton satellite, sac à merde? Laissez. Je m'en occupe. On va la résoudre, cette enquête. On va la résoudre maintenant. Effectivement, Michel, ce qu'on avait envie de raconter aussi avec lui, c'était que dans le périmètre des croyances ovni, il y a des gens qui croient à des choses assez tarabiscotées, mais pas du tout aux extraterrestres. Et on voulait en fait, lui, en faire une incarnation de ça, c'est-à-dire de quelqu'un qui pousse des fois le raisonnement dans des contrées très très lointaines, mais qui est plus animé par peut-être la théorie du complot, mais pas de nature du complot militaire, ouais, effectivement. Heureusement. Voilà, quelqu'un qui se méfie vraiment en fait de la surface des choses et qui pense qu'il y a toujours on lit sous roche, quoi. Mais de toute façon, les personnages du Dupin, on les a un peu pensés comme des incarnations de un peu, grosso modo, les grosses hypothèses qu'on peut formuler sur les ovnis. Donc effectivement, il y a l'hypothèse de, en fait, il n'y a pas de soucoupe volante, c'est un écran de fumée pour cacher autre chose de peut-être plus dangereux. Ça, c'est Marcel. Il y a la théorie du tôle-boulon assez classique de ils vont venir un jour, c'est Rémi. Et Vera, c'est un peu plus le tout paranormal. Les ovnis un peu plus immatériels, il y a un psychique avec les ovnis, enfin voilà. J'ai pas bonjour. Vera Clouseau, comme l'actrice. Quand j'étais petite, je me tenais toujours debout sur une jambe. Du coup, ma mère m'appelait le petit flamand. J'ai 28 ans et je végète dans un boulot que personne ne comprend. Moi, par exemple, vous savez, j'ai peur des tabourets. Moi, je trouve ça bien, un peu de mystère. Ça s'appelle la poésie. Et c'est un besoin qui relie toute l'humanité. Quand il y a un événement qu'on ne comprend pas, souvent, on se dit que le mieux, ce serait de faire comme si c'était rien passé. J'aime bien la couleur de votre silence. Alors que moi, je pense qu'il faut faire tout le contraire. Vera, elle est exceptionnelle, elle a un regard, donc c'est Daphné Pataka. Un regard qui fait peur, presque, des fois. Elle fait peur, quoi. C'est ça, les yeux, tu sais pas trop ce qui se passe derrière. Elle nous dévore. Ah non, elle est exceptionnelle. Alors moi, je vous admets que mon coup de cœur, quand même, et d'après ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, je suis pas le seul, mon coup de cœur, c'est Rémi, quand même, c'est Quentin Dolmer, pardon. C'est un geek avant l'heure, en fait. Il bricole des ordinateurs. Oui, l'informaticien ignoré, parce qu'en plus, c'est vrai que l'informatique, à l'époque, il y avait pas c'est Jacques Vallée qui disait ça. En fait, à l'époque, on n'imaginait pas du tout l'importance que ça aurait dans nos vies aujourd'hui. Et c'était vraiment une espèce de sous-discipline scientifique pour un mec comme Didier. Enfin, voilà, on considérait vraiment ça comme un truc subalterne, quoi. Alors qu'en fait, petit génie et que je raconte pas trop ce qui se passe dans la saison. Mais c'est vrai que Quentin Dolmer, c'est vraiment mon coup de cœur de la série parce que est toujours calme, toujours placide, sauf à un moment où il va devenir un petit peu moins placide, mais bon, vous le verrez. On voit qu'il n'a pas l'habitude. Voilà, là c'est vraiment, il lâche les vannes. Ça, c'est un moment. Chacun le sait, il n'y a au fond que deux catégories d'ovnis, l'ovni tender et l'ovni true. Le but, c'est toujours quand même de trouver la preuve. Mais la preuve de quoi? S'il y a quelqu'un d'autre dans l'univers, il se pose les mêmes questions que nous. C'est la première fois qu'on a un atterrissage confirmé. Et moi, j'ai envie de croire en lui. Vous pouvez pas me virer, je suis même pas employé, je suis bénévole. Eh ben, vous serez même plus bénévole. Très bien, sachez que je suis le seul à savoir utiliser l'ordinateur. J'ai connecté 3 processeurs vectoriels, comme ça on a un peu moins diesel. Je vous cache pas que c'est très excitant. Mais non, c'est pas possible. Zéro ovni, mon cul! Exceptionnel. Alors en plus, il y a plein d'autres personnages secondaires. Alors il y a la famille de Didier Mathur, donc il y a Géraldine Payas qui joue son épouse Élise, Capucine Valmarie qui joue sa fille qui s'appelle Diane,
Et puis le petit Alexandro Mancuso qui lui aussi est exceptionnel, quoi. Oui, l'acteur est vraiment super. Et Bastien, c'est un personnage pour lequel on a beaucoup d'affection aussi, nous, parce qu'il permet de dire des trucs énormes, enfin de faire des blagues très premier degré. C'est un peu Ralph Wiggum aussi. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est une énigme totale pour Didier, quoi, qui arrive vraiment pas. Oui. C'est ça. C'est ça. On sent un petit peu un décalage entre la relation père-fils. Alors, il y a aussi un acteur qui est fabuleux. Enfin, ils sont tous fabuleux, en fait. Honnêtement, c'est Laurent Poitrenaud. Laurent Poitrenaud, le directeur du... Alors, lui, il est fou, lui. Ouais, il avait vraiment cet abattage parce que en plus ça pouvait devenir un personnage assez mécanique en fait et assez antipathique parce que Pono c'est le gars qui est là pour mettre des barrières dans la fiction, mais on voulait que dans sa détestation, dans sa suffisance, dans sa manière de détester Spielberg, les ovnis, tout ce qui tâche, etc. On voulait que quand même il ait du relief, qu'il ait du panache, qu'il exprime ça, je veux dire, voilà, qu'il soit quand même haut en couleur dans ce personnage qui voit tout en gris, quoi. Et pour ça, il fallait effectivement un acteur qui ait quand même beaucoup d'abattage et Laurent Poitrenaud, quoi. Il est magnifique. Alors on a Nicole Garcia aussi qui est un petit peu la Woman in Black quand même de la série, qu'on voit apparaître dans le cliffhanger de la deuxième série et qui calme tout le monde tout de suite quand même quand elle arrive. Il y a deux autres personnages aussi que j'ai trouvé, alors qui ont des rôles un petit peu plus secondaires certes, mais qui sont super importants aussi. C'est Jean-Charles Cliché qui joue François Duluc, c'est-à-dire la personne qui dit mais c'est moi qui ai vécu les choses et qui va se transformer en Zorel. Donc on sait qui est Zorel dans la vraie vie. Toute ressemblance avec le personnage. Voilà. Sûrement accidentel. Tout à fait accidentel, jusqu'à la pochette du livre. C'est un accident total. Et puis, on a aussi Olivier Broche. Olivier Broche, alors, ma génération le connaît surtout à travers Les Deschiens, c'est évident, mais il joue l'ingénieur Michel Dervaux et je trouve que dans chaque scène, il est fabuleux. Et puis surtout qu'il porte très bien le tablier. Il porte très bien le tablier. Ça, c'est vraiment un beau moment. Moi, j'ai beau le connaître par cœur, j'ai beau y être préparé. À chaque fois que j'ai vu une version de montage et que je revois ce plan, ça me fait un petit effet. Vous le découvrirez vous-même en regardant la série, mais il porte bien le tablier. Et puis, il y a un dernier... Ça fait partie de ces personnages, Michel Dervaux, avec Olivier Broche. On s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose. Là, à l'heure actuelle, on est en train d'écrire la saison 2 et voilà, c'est un personnage qui va prendre, qui grandit dans la série. Parce qu'on avait vraiment envie d'aller avec lui, quoi. Alors, il y a un dernier personnage dont je voudrais qu'on parle, mais on ne va pas donner son nom. C'est André, le directeur du GEPAN, qui, à mon avis, dans la saison 2, va avoir un rôle assez important. Mais ça, voilà, vous découvrirez qui est André à la fin de la saison, et ça, je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais c'est vrai que je suis resté un peu bête quand j'ai vu ce personnage. Alors, Seb, tu avais quelques questions à poser concernant les personnages. Ouais, en fait, j'ai une question en trois, on va dire, au niveau du casting et de la façon dont vous avez construit les personnages. Déjà, quand vous avez construit le scénario, est-ce que vous aviez un casting déjà en tête? Ça, ce sera la première question. La deuxième, c'est derrière, est-ce que vous avez eu votre mot à dire, et même le mot final? Et la troisième question, qui est un petit peu la logique de tout ça, c'est est-ce que le choix des acteurs a évolué, a fait évoluer certains personnages? C'est-à-dire ce que vous pensiez faire par rapport à votre casting, finalement, au fur et à mesure du tournage, les personnages sont devenus différents de ce que vous aviez écrit. Alors, on n'écrivait pas vraiment avec un casting en tête. C'est vraiment venu en même temps que quand on a trouvé le réalisateur, parce qu'on savait que ça allait vraiment nous prendre. Nous, on avait un peu des images en tête. On pensait à François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Quand on écrivait Didier, on avait un peu presque plus des personnages de bande dessinée, je pense, ou en tout cas nos références, notre choucroute interne qui mélangeait plein de figures comme ça. Dale Cooper un peu aussi, peut-être. Ouais, il y avait des comme, voilà, il y avait plein de personnages d'hybrides un peu qui se croisaient dans nos têtes. Dana Scully aussi. Pardon. en très cartésien. Comment s'appelle Lucie, la secrétaire dans Twin Peaks aussi. Ah oui.
Mais oui, on n'avait pas pensé à des comédiens. Ouais, vous n'avez pas pensé, d'accord. Avec l'arrivée du réalisateur, Anthony Cordier, qui, bon, c'est lui le réalisateur, donc c'était important et pour parce que c'est lui qui va les pratiquer sur les mois de tournage qui vont se passer, que ce soit quand même vraiment sa décision et tout ça. Après, on a énormément discuté, on a beaucoup échangé. On s'est beaucoup enrichi, on a beaucoup, je pense, apporté à ses réflexions, il a beaucoup apporté à des réflexions, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas si évidentes que ça pour nous, il y a des personnages sur lesquels on s'est très très vite retrouvés, il y en a d'autres sur lesquels on avait peut-être plus de choses à se dire. Voilà, c'est lui le réalisateur, donc c'était sa décision, mais il faut savoir que de toute façon en télé, presque toutes les décisions, enfin au bout d'un moment, on se disait si jamais, de toute façon il n'y a pas vraiment eu de désaccord, mais on valorisait énormément son point de vue et le rapport au fait que toi, comment tu te sens de travailler avec lui au final, comment tu te sens de l'emmener là-dedans, quand on se disait mais est-ce qu'il est capable d'y aller, finalement c'était lui qui était censé donner cette réponse sur est-ce que dans ce registre-là, ça va marcher. Après, des personnages qui nous ont fait évoluer les choses, je pense que c'est surtout qu'il y a des personnages, par exemple Michel Villermoz, qui est vraiment un des personnages où quand on l'a trouvé, c'était exactement celui qu'on avait en tête. Quand Anthony a donné son nom, on était tous mais complètement raccord sur il fallait que ça soit lui. Le fait que, je pense que tout à l'heure tu faisais référence à la séquence de l'épisode 8, typiquement en fait ça a permis ça. C'était quand même Michel, il devait trouver un plan, quand on devait imaginer un plan pour distraire Dervaux, pour empêcher Dervaux de revenir dans la salle de contrôle de satellite. On avait des fois imaginé des trucs très mécaniques, très élaborés sur il va faire ça, il va se retrouver coincé là, etc. Et puis à un moment, ça a commencé à nous faire rire parce qu'on s'est dit mais attends, ça va être Michel Villermoz. Et si on faisait un truc vraiment en fait beaucoup plus frontal, beaucoup plus quelque chose que vraiment en fait personne pourrait faire et tout ça, et ça faisait vraiment partie. Quand on l'écrivait, on se disait non mais de toute façon si c'est Michel ça va marcher, si c'est pas Michel je sais pas, peut-être qu'on cherchera une autre idée. Ça a été des choses qui nous ont fait nous donner confiance sur certaines idées. On a aussi quand même changé le sexe du commandant Delbros, parce que pour tout vous dire au départ, très bonne idée ça, très très bonne idée. C'est vrai que c'est Anthony. Et c'est vrai qu'au début, on était parce qu'on l'avait pas du tout imaginé comme ça. Évidemment, on était plus dans les canons. Voilà, il y a un temps d'adaptation. C'est ça. On l'imaginait avec sa coupe brosse et tout ça. Et en fait, on s'est dit, c'est génial. Il y a un rapport un peu mère-fils presque. Parce qu'il fallait quand même une forme d'autorité, quoi. Et du coup, ça décalait complètement le personnage. Et finalement, je pense que c'est un grand apport d'avoir mais vraiment des questions, d'ailleurs mais en fait on se pose même pas, je pense, à l'arrivée. C'est juste il y a un cinéphile qui a repéré le clin d'œil, moi je l'avais pas vu, la fameuse scène de Cary Grant qui est dans La mort aux trousses, qui a effectivement mis la photo de Cary Grant qui attend à l'arrêt de bus 41. Je crois que c'est la scène où l'avion le chasse d'ailleurs, je crois que c'est cette scène-là. Moi je l'avais pas vu, donc désert hyper sec, et là on est en Belgique sous la pluie. mais dans les deux cas, il y a une menace qui vient du ciel. Tout à fait. Moi j'ai envie de lancer un grand jeu, trouver les clins d'œil de la série, et je crois qu'il y a de quoi s'amuser quand même, effectivement. Alors, on en a parlé au téléphone, parce que c'est vrai que moi je vous l'ai dit ce week-end, on a mis le paquet pour annoncer la série parce qu'on voulait absolument qu'un maximum de gens la voient, et on s'est retrouvé quand même avec des gens qui étaient quand même assez méfiants à la vue des bandes annonces. Sébastien, tu as quelques mots à dire là-dessus? Ouais, c'est vrai que la campagne de communication, et j'étais à Paris récemment, elle a été massive. Il y a un affichage impressionnant, soit dans les arrêts de bus, peut-être même sur des affiches 4x3, ça je les ai pas vues, mais c'est possible. Ce qui semble confirmer en fait que Canal pense beaucoup de bien de la série, malgré peut-être de l'autre côté une crainte du sujet, et c'est pourtant loin d'être le cas. Je pense même d'ailleurs que la série, ça se trouve, va libérer une certaine parole dans les familles, voire dans les entreprises, parce qu'au final, on peut se rendre compte que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce que vous imaginez que derrière, on puisse
libérer un petit peu la parole, que ça soit moins ridiculisé. Et de l'autre côté, vous-même, est-ce que c'est un sujet qui vous intéressait et sur lequel vous allez vous intéresser maintenant, vu que vous avez un petit peu plongé dedans? On s'y est toujours un peu intéressé. Moi, je me suis rendu compte à mon échelle personnelle qu'il y avait 4-5 personnes dans mon entourage, depuis que je travaille sur les ovnis, dont j'aurais jamais soupçonné ça, qui m'ont dit mais tu sais que moi, j'ai vu. Et ouais, non, mais vraiment, en fait, c'est un truc. J'ai entendu ça, le fait en fait de bosser sur ça et de dire ouais, je fais une série là-dessus, alors que je suis pas. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup cet univers. Je me suis quand même pas mal plongé dedans. J'avais jamais fréquenté ce qu'on a fait ensemble là avec Clémence, des cercles de parole et tout ça, mais ça faisait partie. Mais je sais pas de mes tropismes d'enfant depuis toujours quand même, mais j'y avais, mais vraiment, je veux dire, ma tante, le conjoint d'un pote qui est un scientifique hyper rationnel justement, qui est un espèce de Didier Mathur qui bosse, qui est biologiste et qui fait des trucs, des gens dont j'aurais jamais soupçonné ça, qui, voilà, quand on parlait à table de qu'est-ce que tu fais en ce moment, je travaille sur cette série sur les ovnis, sur le GEPAN et tout ça, puis le temps passe, on débarrasse la table, on reste un peu, et puis tu sais que en fait moi j'ai vu un truc, je me rappelle, j'avais 18 ans, et tout ça, j'étais avec un type, on était sur un champ, il y avait une pyramide noire et effectivement tu te rendais compte que ces gens-là, ça faisait peut-être 20 ans, 25 ans, ils en avaient plus tellement reparlé, quoi, et à cette occasion-là ils en parlaient, donc j'ai appris plein de choses. Je sais pas toi si tu as eu des gens. Ah oui, mais moi depuis que je dis que je travaille sur les ovnis, il y a pas mal de gens qui me parlent d'observations qu'ils ont faites. Moi, j'en ai jamais vu d'ovnis. Martin, oui. Enfin, tu penses que tu as une explication. Pour moi, c'était une rentrée atmosphérique, mais on était, mais c'était vrai. C'est vrai que c'était peut-être une météorite. Je sais pas. J'ai pas appelé le GEPAN pour le coup, mais c'est vrai que une fois j'étais avec mon frère dans le sud de la France et ce qui m'a vraiment frappé, mais après aussi on voit toute la mémoire, comment elle finit par peut-être déformer les choses. Mais j'étais face à lui. D'un seul coup, je le vois regarder le ciel et faire « Oh putain !» Et il y a son visage qui est devenu blanc et je me suis retourné. Il y avait effectivement un espèce de grand flash blanc qui était en train de rentrer dans le ciel et qui s'est consumé instantanément, mais qui allait un peu en ligne droite, comme s'il avait fait un truc. Donc, d'après ce que j'ai compris, ça ressemble beaucoup à une entrée de météorite ou à quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'était resté un peu un moment très très fort dans notre... imaginaire. On n'était pas du tout enfant, mais j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Mais tu vois, il faut que tu appelles le GEPAN. Ouais, absolument. Ça va s'additionner. Ou le maybe, voilà, on est enquêteur aussi. Hein. On fait, c'est vrai que ça peut être assez intéressant si la série pousse à avoir, enfin, je ne sais pas, à notre tout petit niveau, et à avoir peut-être moins de réserve sur des choses qu'on a vues qui paraissent bizarres et qui, enfin voilà. Moi, je trouve ça chouette que la parole de j'ai eu cette pensée bizarre, j'ai vu ce truc bizarre, j'ai vu ce truc, tout ça soit plutôt libéré de plus en plus d'une façon générale. Je sais pas si moi, après, d'avoir une pile de nouveaux cas. Ah oui. Non, mais parce que tout le monde n'appelle pas forcément le GEPAN, mais peut-être que quand même, on a un peu plus envie d'en parler. Ouais, je sais pas. Travail, on a peur de dire à ses collègues, je crois que j'ai vu un truc chelou, et que ça puisse être plus partie de quelque chose. Ouais, moi j'en suis persuadé. Il va y avoir une espèce de libération de la parole autour de cette série, et ça va être très intéressant à suivre. Mais alors, messieurs, mesdames les spectateurs, c'est pas parce que vous n'avez pas pu identifier quelque chose dans le ciel que c'est obligatoirement extraterrestre. Voilà, ça c'est toujours un petit peu le problème aussi. Parfois c'est très très simple. Il suffit parfois d'un logiciel d'astronomie, mais voilà, c'est une culture qu'on n'a pas, c'est une éducation qu'on n'a pas. Donc on peut vivre des années en ayant vu Vénus et en pensant qu'on a vu un vaisseau extraterrestre. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la magie. Marie-France, tu avais quelques questions sur la série elle-même en fait. Oui, on se demandait, est-ce que la série fait... Alors, on sait qu'il y a des clins d'œil à des références ufologiques, etc. Est-ce que vous vous êtes vraiment inspiré de certaines références ufologiques? Est-ce que vous êtes parti est-ce que d'autres séries, des films en particulier vous ont inspiré? Voilà, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des références un petit peu cinématographiques aussi autres? Oui, bien sûr. Alors bon, ouais, pas mal. Si on commence à faire la liste. Les grandes, quoi.
Paris Files, Rencontre du troisième type. À sa façon, pour le ton, science, comédie et fantastique, Ghostbusters aussi, beaucoup. Beaucoup de bandes dessinées, Hergé, Black et Mortimer et tout ça, tous ces choses un peu qui ont vraiment alimenté beaucoup mon enfance et tout ça, ça faisait aussi partie de ça. On a lu beaucoup aussi de livres. On est allé à quelques réunions aussi ufologiques, comme on disait tout à l'heure, pour piocher des anecdotes. Directement, par exemple, pendant longtemps, on avait envie de faire quelque chose, mais finalement, on n'a pas vraiment réussi à le faire. Mais sur l'affaire de Cergy Pontoise, on s'était vraiment dit que c'était quand même avec pas mal de tiroirs, avec pas mal d'angles d'approche, et on s'est toujours dit, il y a plusieurs moutures, des arches, mais finalement, l'histoire de François Duluc qui a été peut-être enlevé, etc. Non, à l'arrivée, c'est très très éloigné, mais ça aurait pu être, en fait, on a eu la tentation, en tout cas dans tous les cas d'OVNI qu'on avait lus, qui étaient souvent des histoires assez circonscrites, mais que ce soit ces histoires de lanterne asiatique, mais on avait lu Trans en Provence ou La Marante ou des trucs comme ça dans des un peu connue, et celle de Cergy Pontoise, c'était quand même une de celles qui nous avait donné un peu le plus envie de peut-être essayer de vraiment se baser sur une vraie histoire. Mais finalement, pour des tas de raisons, là, on avait fini par laisser tomber. Mais il y a aussi l'anecdote de la boule disco de Jean-Michel Jarre. Ah oui. Excellent, ça. Elle s'est produite en vrai, mais et puis Pascal l'avait remarqué, mais c'est vrai que chez les Rouliers, il y a un petit côté Barney Hill et son épouse, enfin les premiers Betty aussi. Betty et Barney, voilà. Merci. Mais il y a un vrai jeu à faire, trouver les clins d'œil de la série. C'est clair. Là, il y a. On avait vu qu'on a oublié ou peut-être même qu'on ignore et qu'on a fait de manière involontaire. Vous êtes basé sur. Alors, vous avez repéré quoi. Je suis désolé, l'heure tourne. On va essayer de vous poser toutes nos questions sans trop dépasser quand même. Moi, je voulais quand même aborder ce point-là parce que souvent, on va être clair, les scénaristes d'une série, d'un film, on les connaît pas. On connaît pas leur nom, alors qu'ils font un travail essentiel. Là, j'ai l'impression que dans cette série, vous avez réussi à trouver un rôle central. C'est-à-dire que effectivement, on vous donne la parole. J'ai l'impression que Canal et le réalisateur et les auteurs, les acteurs, vous donnent le vrai rôle que devrait avoir un scénariste en général. Moi, je me souviens d'un mouvement qui avait eu lieu à Hollywood il y a quelques années où les scénaristes disaient mais c'est pas normal qu'on soit pas assez crédité. J'ai l'impression que cette série bénéficie, enfin, au niveau des scénaristes que vous êtes, d'un traitement un petit peu particulier. Oui, c'est possible. Il y a un mouvement en ce moment en France qui s'appelle Parole de scénariste, qui existe un peu sur les réseaux, qui a été repris un peu sur la presse, qui se plaint beaucoup de l'invisibilisation du métier qui existe, qui est extrêmement réel. Et c'est vrai que nous, je pense qu'on a la chance d'appartenir peut-être à une génération à laquelle qui échappe en tout cas en ce qui nous concerne nous sur cette série. C'est vrai qu'on est vraiment des contre-exemples de ça parce que pourvu que justement ça continue à aller dans ce sens parce que peut-être pas aussi parce que ça a vraiment été pas l'idée d'un producteur, pas l'idée d'une chaîne, mais que c'était vraiment un projet d'étude qui venait de nous depuis le début et que ça méritait peut-être aux yeux de Canal+ d'être raconté parce que quelque part c'est aussi valorisant pour eux. Donc, ils vont aussi chercher les idées et leurs scénaristes. Ils font travailler des étudiants. À l'époque on en était encore. C'est fini. Étudiants. Toujours parallèlement, mais non, c'est vrai que c'est un peu un happy ending. Enfin, c'est une jolie histoire. Oui, voilà, il y a quelque chose d'assez vertueux du coup à mettre ça en avant, où justement les figures de scénaristes ont du mal à exister dans l'imaginaire qu'on se fait autour de l'industrie du cinéma en général. Donc, pourvu que ça continue,
Je pense qu'on bénéficie aussi de quelque chose, peut-être inconsciemment, je me dis, c'est que l'ufologie, c'est un domaine très peu connu, en fait. Et je pense qu'avec Martin, on arrive à en parler, on ne prétend pas être des experts non plus, mais c'est vrai qu'on est peut-être les plus aptes aussi à parler de ce qu'est le GEPAN, et de ce qu'est ce sujet, parce qu'on a fait beaucoup de recherches aussi. Donc, c'est clair. Les gens ont des questions à nous poser là-dessus, même si on n'a pas toutes les réponses. Voilà. Ouais, non, j'entends, mais moi, je trouve ça super bien. La moitié du temps, mais bon, pardonnez-nous si... voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument vous inviter et discuter avec vous, parce que voilà, vous êtes à l'origine du projet, c'est vous qui l'avez porté, et je trouve ça très intéressant d'avoir justement votre parole. Alors, juste, est-ce que vous avez été présent pendant les phases de tournage? Est-ce que vous étiez sur le tournage ou pas, en fait? Ouais, on y était. Oui, on y était, mais plus en touriste, quand même. Ouais, enfin, quand même, des fois, c'est un peu... Enfin, on a des petits rôles dedans, on fait des petites apparitions, donc quand même... Oui, mais je crois que Clémence, chez Zorel, non, je t'ai pas reconnu. Ah oui, bravo. Voilà. Ça m'allait très bien, je suis pas du tout actrice, donc... Mais j'aime bien... Contrairement à Martin, qui a un passé d'acteur. Mais oui, moi j'aime bien faire ça quand j'écris des scénarios, c'est faire juste un peu de figure ou une silhouette. Parce que quand même, en tant que scénariste, on sent un peu la cinquième roue du carrosse quand même. Enfin, tout le monde est hyper occupé, mais bon, quand on est spectateur en fait d'un tournage, très vite, nous on s'ennuie jamais évidemment, parce que c'est un plaisir infini de voir ce qu'on a écrit pendant autant de temps devenir réalité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un rôle à jouer, concrètement, on ne vit pas le tournage de la même manière. Oui. Après, même quand on n'est jamais vraiment touriste non plus, parce que on apprend énormément. Enfin, on voit en fait la mise en pratique de ce qu'on a écrit, les difficultés qu'on s'en rend compte, on se rend compte de ce qui marche, on compte de choses sur le rythme, on se rend compte que cette réplique était trop longue, que ça pouvait pas marcher, qu'il aurait peut-être fallu... Enfin, on voit en voyant les gens le mettre en pratique ce qu'on a écrit, on apprend beaucoup de choses sur ce qu'on a écrit aussi, donc c'est extrêmement important en fait d'être là-bas. On avait aussi beaucoup travaillé, après du coup Anthony avait tous les éléments pour pouvoir mener son tournage sans nous, mais parce qu'on avait tous ensemble, et avec la script, le premier assistant réalisateur, le costumier, les décorateurs, on a fait beaucoup de travail en prépa. On est beaucoup allé en Belgique et sur les lieux de tournage en prépa pour aussi se visualiser les décors, les espaces, pour pouvoir comprendre quand il y a une entrée là, quand il y a une sortie là, comment ça va se passer, enfin ne serait-ce que ça, et puis rendre compte de ce que ça allait être, l'énergie qui allait se dégager de tout ça. Donc voilà, c'est un peu dans des endroits, c'est un peu là qu'on intervient en fait au moment où les tournages se font, mais au fond, une fois que les informations et qu'on est sur la même longueur d'onde avec le réalisateur, beaucoup plus pour apprendre de notre écriture que pour contrôler les choses. Et la question quand même... Derrière le combo à avoir honte de rigoler de nos propres blagues. Oui, et j'ai envie de vous poser la question. C'est vrai. C'est vrai que des moments où ça fait plaisir de voir des acteurs s'amuser vraiment, et toute l'équipe aussi. Enfin, vraiment, ils nous le disaient souvent. Ils nous disaient mais merci d'avoir écrit tout ça. Qu'est-ce qu'on s'éclate à faire, à rendre tout ça possible, quoi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de plus grand plaisir de scénario. Voir que on se imagine plaisir à le faire aussi. On sent qu'ils se sont amusés, effectivement. Mais la question, c'est... Question bête, mais encore que... Est-ce que vous êtes satisfait du rendu? Est-ce que c'était ce que vous imaginiez, en fait? Voilà. Est-ce que la série, c'est ce que vous imaginiez quand vous l'écriviez? Moi, j'ai l'impression qu'on est assez raccord, mais moi, j'ai eu ce sentiment assez fou dès les rushs, en fait, de me dire... déjà, Anthony fait un découpage extrêmement précis, ce qui fait que dès qu'on voit les rushs, en fait, on voit les scènes, c'est hyper... J'imagine déjà, ouais. J'admire beaucoup pour ça, et c'est vrai qu'on voyait les scènes qui marchaient, enfin, il y avait ce truc où, je sais pas, c'était évidemment pas du tout ce que j'aurais pu imaginer, parce qu'on peut jamais imaginer, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais on peut être même aussi, parfois. En même temps, j'ai l'impression que
exactement ce qu'on avait écrit. Tout en étant très surprenant, mais en même temps, c'était vraiment ça, quoi. Enfin, pour le coup, moi, je n'ai pas du tout de frustration ou de voilà, sentiment faire ça. Mais aussi parce qu'on a beaucoup discuté avec Anthony. On reconnaissait vraiment l'esprit, quoi. On arrivait vraiment à voir... on arrivait, je pense, que ce soit Clémence ou moi, sur des endroits qui nous sont assez personnels et à se reconnaître aussi, voilà, parce qu'on avait beaucoup travaillé avec Anthony, on voyait Anthony, on voyait un peu cette chose qu'on avait réussi à fabriquer tous ensemble, quoi, à l'arrivée. Donc ouais, on se reconnaît très bien. Alors allez, on va essayer de pas trop vous retenir non plus parce qu'on est dans une situation pas un petit peu particulière quand même à Paris et dans les grandes villes de France en ce moment. Allez, on a chacun une dernière question. Seb, toi ta question c'est sur l'ambiance musicale. Ouais, alors vraiment fan. Un mot sur la musique, mais il faudrait une phrase, un roman, je sais pas. Je la trouve absolument centrale dans la série, un générique hyper efficace de l'auteur Tilassine. Comment vous est venu ce choix de Tilassine et de l'ambiance en général? Est-ce que ça a été évident dès le départ? Il a fallu chercher? Alors vraiment, ça c'est vraiment la patte d'Anthony Cordy. On avait parlé musique, on savait que nous, de toute façon très tôt, qu'il y avait quelque chose à aller chercher du côté de l'électro, où c'était quand même, voilà, par la référence à Jean-Michel Jarre, des moments qui avaient été absolument incroyables dans l'exploration de ce genre musical. Et Anthony, je crois, était assez d'accord avec ça, même complètement, et surtout il avait déjà travaillé avec Tilassine sur son film Gaspard va au mariage. Donc il est très vite arrivé avec lui, et je crois que Tilassine a fait une vidéo d'ailleurs qui est assez sympa, là où il raconte un peu comment il est allé au musée du synthétiseur, essayer des tonnes de synthés différents en Suisse, pour retrouver des colorations, des choses, et que lui il s'est vraiment éclaté là-dedans, et ça a produit une musique extrêmement généreuse, extrêmement confortable, qui permet vraiment qui donne vraiment un espèce de niveau en plus à la série. C'est clair que ça fait un relief, ça apporte vraiment, enfin je trouve que ça englobe le truc, c'est vraiment top. Je cherche depuis la semaine dernière le générique, enfin le générique précis de Tilassine. Bon, je l'ai pas encore trouvé, mais il est d'une... Jean-Michel Jarre. C'est un remix de Jean-Michel Jarre. Si vous voulez, vous savez, vous procurez la bande originale d'OVNI qui a été éditée. Il va même été en vinyle. Donc, si vous allez sur Deezer et que vous tapez OVNI, avec le S entre parenthèses à la fin, vous allez trouver la musique. D'accord. Super. Les références, a priori, elles sont pas toutes, parce qu'il y a certaines des musiques additionnelles qui sont aussi, mais il y en a une bonne partie. En tout cas, je pense que il y a le générique. Okay. Ouais. Marie-France, une petite question d'actualité, voilà, justement. Oui, j'avais une dernière question concernant l'actualité. C'est vrai que l'actualité ufologique a été très riche en 2020, notamment aux États-Unis, avec le Pentagone, ce fameux rapport UAP que le renseignement doit procurer au Congrès américain. Je voulais savoir si vous aviez suivi cette actualité. Est-ce que ça avait inspiré aussi la série, le tournage? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que ces révélations américaines pourraient avoir un impact sur la vision du public? Vraiment, désolée, mais moi, j'ai pas vraiment suivi parce qu'on est complètement dans le guidon, et en même temps, je dois dire que c'est un peu shame on me, mais non, j'ai pas. Mais voilà, il n'y a pas de relation forcément. Voilà. De relation entre, vous voulez dire ce qu'on justement, entre cette activité ufologique dense aux États-Unis et en fait, voilà. Non, mais en fait, on se rendait compte qu'effectivement, c'était un peu une des thèses de la série, c'est que dans des périodes charnières, en des temps troublés, ça remue des choses côté OVNI, quoi. Et on avait l'impression que c'était un peu ça qui s'était passé à la fin des années 70, et que c'était quelque chose là, dans ce début des années 2020, qui effectivement trouvait une résonance. Après, on vit des moments complexes. Moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est quand Canal+ a vu votre premier script sur OVNI, ils se sont dit tiens, il faut qu'on fasse du buzz pour quand la série sera prête. Donc depuis 2017, c'est ça.
fort chez Canal. On appelle ce congrès américain et puis on dit oh. Ils sont forts quand même. Ils sont très très forts, effectivement. Apparemment, le soir de la première diffusion d'OVNI sur Twitter, il y a eu. Oui, on s'est retrouvé il y a eu une top trend sur OVNI. Voilà. Et où il y a eu pas mal de gens sur Twitter parce qu'on regardait Twitter. Et en fait, non, c'est et les mecs disaient non, laisse tomber, c'est juste une série. La série de Canal. Moi, j'ai une dernière question à vous poser parce que c'est. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a dépassé l'heure, mais c'est vrai que c'est tellement intéressant de discuter avec vous que, enfin, moi personnellement, j'ai pas vu l'heure passer. Donc, juste une dernière question. Alors, je sais, je crois pas qu'on dévoile un secret, mais vous êtes actuellement à l'écriture de la 2e saison. Oui, absolument. C'est pas un secret. C'est une information officielle. C'est officiel, donc ça va, on n'a pas fait. Tout se passe bien, voilà, il y a cette pandémie qui nous menace un peu de ce point de vue-là, mais le tournage devrait avoir lieu d'ici quelques mois. C'est un autre challenge. C'est un challenge très différent parce que là, vous verrez, sur la première saison, j'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler parce que c'est vraiment un autre challenge en fait. Quand on a fait justement une saison 1 sur le trajet d'un homme vers la croyance à quelque chose d'autre, qu'est-ce qu'on fait en fait en saison 2 quoi? Est-ce qu'on sachant que je crois que ce qu'on avait envie d'éviter c'était on lui fait retourner en arrière et réagir. Mais quel est le en fait pour Didier Mathieu? Et c'est vrai que c'est en écriture, c'est vraiment un gros challenge. Ouais. Et puis vous allez en termes. Rendez-vous est pris. Vous allez être très attendu sur la saison 2. Hein. Bah, c'est ça. On a vraiment les pétoches, si vous voulez. Ouais. Non, c'est hein, parce que là, vous devez vous dire, voilà, faut pas qu'on se rate, hein, parce que là, on attend la suite. Bon. Ouais. Et en plus, on a beaucoup moins de temps pour l'écrire que la saison 1. Mais ça va quand même, mais ça va être bien. Je pense qu'on Tu crois? Ouais, moi je pense vraiment que... Non mais je pense qu'en fait on va pour le coup voilà, on va encore aller on doit un peu repousser les limites du fantastique quoi. On doit encore se renforcer, on doit essayer vraiment de produire des idées de plus en plus concrètes, même si extrêmement perchées. Et là où on pouvait se contenter dans la saison 1 peut-être d'être juste dans une impression de ça, dans quelque chose qui donne des doutes, là il va falloir que le personnage tire des conclusions, obtienne des certitudes, obtienne des réponses, réussir à en faire quelque chose et... j'espère que voilà, des fois c'est ça ce qui est difficile dans une série fantastique, c'est on donne des réponses, souvent on est un peu déçu parce que ce qu'on aime c'est le mystère. Et là on va devoir donner des réponses et on espère qu'elles seront quelques-unes en tout cas. Alors juste dans la saison 2, est-ce qu'on aura des guests comme on a pu avoir dans la saison 1? On voit Steven Spielberg, alors c'est pas le vrai Steven Spielberg, mais enfin il est là. Est-ce que vous allez chercher aussi du côté des Américains, pourquoi pas un Alan Hynek, un Jacques Vallée ou pourquoi pas un Jimmy Dieu par exemple? Alors il y aura peut-être un scientifique français assez renommé qui fera une apparition dans cette saison 2 en termes de... Je sais qui c'est alors, scientifique renommé. Je dirais pas qui, mais je veux pas savoir qui, effectivement. On vous laisse, ce sera le suspense. La surprise. Ce sera le cliffhanger de la fin de cette émission. Clémence Martin, merci beaucoup parce qu'on a dit qu'on allait faire 1 heure, on a un petit peu explosé le chrono, mais honnêtement, on aurait pu rester encore très longtemps à discuter. On n'a pas eu le temps passer vraiment, et merci beaucoup. Vraiment, c'est super chouette de pouvoir parler directement avec vous. Vraiment, nous, on a aussi découvert tout cet univers-là et c'est absolument passionnant, tout ce qu'il y a à creuser, tout ce qu'il y a à imaginer, tout ce qu'il y a à explorer. En tout cas, c'est un grand bravo à vous deux et puis un grand bravo bien sûr à toute l'équipe, aux réalisateurs, aux acteurs, parce que c'est un travail d'équipe. Mais enfin, c'est quand même vous qui êtes à la genèse de cette magnifique série. Moi, je vous admets que j'attends impatiemment la saison 2, c'est évident. C'est un petit peu il y a une espèce d'addiction quand même, encore une fois, avec cette série, là, avec ce coupage. Et puis, j'en dirai pas plus, mais moi, la dernière scène, je l'ai dans l'œil, quoi. Elle est gravée depuis que je l'ai vue, donc voilà.
Je m'y attendais pas. Ben donc, voilà, après ça, voilà. C'est là-dessus qu'il faut enchaîner. Bien sûr, dès que la saison 2 sort, vous êtes chez nous, chez vous. Hein. Nous, on vous reçoit avec énormément de plaisir pour pouvoir en parler ensemble. Ce sera un grand plaisir. Alors, on rappelle également effectivement que dans la foulée de cette série, il y aura le documentaire de Dominique Filleul, Le GEPAN, qui passe le 11 février, si je ne dis pas de bêtises, je crois, ou peut-être un petit peu avant. Parce que la série va passer sur 4 semaines, hein, si j'ai bien compris, 3 épisodes chaque semaine. Voilà, et donc il y aura ce documentaire de Dominique, bien sûr, qu'on ne va pas rater, avec des gens très très intéressants dedans, comme par exemple notre ami Thibaut Canuti, donc on ne va pas rater ça. Voilà, Clémence Martin, grand merci pour vous d'être venu dans notre baby média, parce qu'on est un tout petit média, et on vous remercie de nous avoir fait confiance et d'avoir partagé tout ça avec nous pendant un peu plus d'1 heure. Les amis, écoutez, si cette émission vous a plu, bien sûr, on met un petit pouce bleu, et surtout, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis pour qu'ils découvrent Clémence et Martin, et puis qu'ils aient envie, bien sûr, de regarder la série OVNI pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Mais écoutez, il me reste à vous saluer, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, ou je ne sais pas à quel moment vous regardez cette émission. Et puis, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles aventures avec le Maybe Planet. Ciao à tous. Salut. Ciao. Au revoir.